Question simple, que peut-on attendre d'une semaine en Norvège? Beaucoup de choses, comme ceci et cela, et même ça. Et 1 million d'autres choses encore. J'ai passé mes 7 premiers jours dans cette chambre d'hôtel. C'est parce que juste après mon arrivée dans le pays, j'ai été mis en quarantaine. Je m'explique. Comme le veut la tradition, aucun voyage ne peut commencer sans que je passe devant l'appareil photo. Alors bon, ne dévions pas. À mon arrivée, j'ai été embarqué dans un bus gardé par la police, rempli principalement de Pakistanais, et emmené à l'hôtel Radisson Blu, où j'ai passé les 7 jours suivants enfermé dans une chambre individuelle. Ma chambre, d'une superficie de 19 mètres carrés, était généralement remplie de tout ce qu'on avait besoin pour une isolation confortable, y compris une télé, une bouilloire, des accessoires de salle de bain, des décorations et surtout de la nourriture que le personnel laissait à ma porte 5 fois par jour. La chambre coûte environ 200 $ par nuit, mais je n'ai eu à payer que 50 $, le reste étant pris en charge par le gouvernement local. Voilà tout ce que vous devez savoir sur la Norvège. Je considère ça comme une petite escapade budgétaire, payée par le royaume. Je me suis amusé autant que j'ai pu pendant ces 7 jours. J'ai lu des livres, regardé des vidéos sur YouTube, j'ai même fait du sport, et je me suis décomposé mentalement. C'était une semaine étrange, parce que vous êtes dans un pays différent, mais vous ne pouvez pas le voir, parce que vous ne pouvez pas quitter l'hôtel. 7 jours plus tard, j'ai fait un test PCR et j'ai été libéré pour commencer à explorer Oslo, une ville où je n'étais jamais allé auparavant. Alors, que puis-je vous dire à propos d'Oslo? C'est une capitale scandinave typique avec toutes les caractéristiques attendues. Il y a une maison avec une flèche, un grand parc verdoyant, un monument à la mémoire d'un homme célèbre dont nous n'avons probablement jamais entendu parler auparavant, et une architecture scandinave sympa. Ensuite, il y a des structures étranges, des bateaux, des transports en commun confortables et des quartiers vraiment sympas, que nous étudierons bientôt en détail. Quoi qu'il en soit, partons à la découverte de la ville. Je suis venu en Norvège pour la beauté des paysages, mais je dois aussi vous parler de l'économie et de la vie sociale. Et oui, voici une autre vidéo sur un pays riche et prospère. Vous savez peut-être déjà que la Norvège est l'un des pays les plus progressistes et les plus riches d'Europe et du monde. Et Oslo en est représentative. L'indicateur de développement humain est le principal indice permettant de comparer les pays. Et la Norvège occupe la première place depuis au moins 12 ans. Elle est également dans le top 10 en ce qui concerne le PIB par habitant. Je dois dire que ce doit être l'un des pays les plus chers que j'ai jamais visités, qu'il s'agisse du tourisme ou de la vie quotidienne. Très bien, puisque nous sommes dans le sujet, parlons des prix. Il va y en avoir beaucoup, car la Norvège n'est pas seulement l'un des pays les plus chers que j'ai visités, c'est le plus cher. Même Hawaï est moins cher, et ce n'est pas peu dire. Bon, il ne s'agit que de mon expérience personnelle, mais je dois vous la partager avec vous. Commençons par les taxis. Un taxi de l'aéroport au centre-ville coûte entre 100 et 200 $, soit plus qu'un billet d'avion pour la Norvège. Vous ne trouverez pas d'hôtel avec petit déjeuner inclus à moins de 150 $, à moins que vous ne vouliez débourser 100 $ pour quelque chose comme ça. Et le montant le plus bas que vous dépenserez dans un restaurant sera d'environ 30 $. Mais ce sont les prix d'immobilier qui sont les plus intéressants. Un appartement à Oslo coûte à peu près le même montant que la dette extérieure de tout le Bangladesh. Et vous voyez cette maison? Une de mes amies vend son appartement rénové de 30 mètres carrés dans ce quartier pour 480 000 $. Et c'est un vieux quartier. Les appartements du prestigieux quartier de Tjuvholmen vous coûteront 1 million $. Vous savez, juste au cas où vous seriez sur le marché. Oui, je comprends que ces prix ne sont pas tout à fait représentatifs, car les gens gagnent bien leur vie ici, et la Norvège a une économie très bien développée, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Remontons maintenant dans le temps, à l'époque où la Norvège n'était ni aussi riche ni aussi prospère, ce qui représente en fait la moitié de son existence. La Norvège faisait autrefois partie du Danemark, puis de la Suède, et sa population vivait essentiellement de l'agriculture et de la pêche. À certains endroits, Oslo rappelle le passé. Voici le Palais Royal. Oui, c'est celui qui se trouve derrière le monument. Ressemblant à une bibliothèque d'un pays post-soviétique, il s'agit non seulement d'un palais, mais aussi d'une résidence active d'Harold V, le roi de Norvège. Un peu modeste pour un palais royal, non?
les choses ont beaucoup changé en Scandinavie au milieu du siècle dernier, mais la Norvège était toujours à la traîne par rapport à ses voisins, le Danemark et la Suède. Dans les années 1950, de nombreux Norvégiens ont émigré aux États-Unis, à la recherche d'un emploi. C'est difficile à croire aujourd'hui. Tout a changé dans les années 1960, grâce à une substance sombre et huileuse. C'est en 1969 qu'un vaste gisement de pétrole offshore a été découvert près de la ville de Stavanger. Puis un autre est apparu, et encore d'autres, et encore d'autres. Aujourd'hui, la Norvège est l'un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz en Europe. Mais son originalité réside dans ce qu'elle a fait de l'argent qu'elle a réussi à gagner. Bien sûr, elle aurait pu réduire les coûts pour la population, comme le font de nombreux autres pays riches en pétrole. Mais la Norvège a choisi une voie légèrement différente. Les Norvégiens ont décidé que déverser tout l'argent du pétrole dans le pays n'était pas la meilleure idée en raison du risque d'inflation. Et aussi parce que tout le monde deviendrait trop complaisant dans le sillage de la nouvelle richesse du pays. C'est pourquoi les taxes et les prix de l'essence sont restés inchangés. La Norvège doit être le seul pays producteur de pétrole au monde à pratiquer encore des prix élevés pour l'essence. Je veux dire que l'essence est plus chère ici qu'en Suède, un pays qui l'importe de Norvège. Vous voulez de l'essence bon marché ? Allez au Venezuela. En Norvège, vous n'en trouverez pas. Au lieu de ça, les Norvégiens ont investi massivement dans les infrastructures. L'argent restant a été placé dans un fonds. Il s'agit du Fonds pétrolier national, qui reste à ce jour le plus grand fonds national de protection sociale au monde. Il vaut plus de 1000 milliards de dollars américains. Ou 1,3 milliard pour être précis. Il sert de filet de sécurité pour le pays et possède des actions dans Apple, Amazon, Microsoft, Google, Nestlé et 9200 autres entreprises. En d'autres termes, environ 1,5% de toutes les actions au monde appartiennent à ce fonds à l'heure actuelle. Comme l'argent est investi, il génère naturellement encore plus d'argent, de sorte que le filet de sécurité s'agrandisse lentement mais constamment. À ce stade, il est si important que s'il était réparti entre les citoyens, chacun d'entre eux recevrait 220 000 dollars. Oui, chaque personne. Pas mal pour une pension, vous ne trouvez pas? Le fonds a cependant des règles. Il n'investit pas dans les fabricants d'armes ni dans l'industrie du tabac. Et bien que le fonds ait été créé grâce à l'argent généré par le pétrole, en 2021, il a vendu tous ses avoirs liés aux sociétés pétrolières et gazières, car l'industrie a subi une perte de 10 milliards de dollars cette année. C'est fou! Les Norvégiens ont été les premiers à prendre au sérieux l'idée que le pétrole était une ressource limitée et qu'il fallait agir sur sa consommation. Ils ont donc décidé de passer aux voitures électriques et ont vraiment frappé un grand coup dans ce domaine. Oui, je sais que les voitures électriques ne sont plus une technologie récente. Mais ici en Norvège, on a l'impression d'être dans le futur, ou quelque chose comme ça. Parce que des voitures électriques sont partout. C'est une voiture électrique. Il y en a une autre, encore une. Oui, celle-là aussi, et celle qui est là-bas également. En 2020, la Norvège est devenue le premier pays au monde où les ventes de voitures électriques ont dépassé celles des voitures à moteur à combustion interne. Tout cela parce que les voitures électriques ne sont pas taxées et qu'elles présentent quelques autres avantages. Pourquoi avez-vous acheté une voiture électrique? Environmental reasons. En fait, la plupart des personnes que j'ai interrogées sur les voitures électriques m'ont dit qu'elles avaient acheté leur voiture pour des raisons environnementales et non pour des raisons économiques. Il y a un autre secret au succès des voitures électriques. Pour recharger les voitures électriques, il faut produire de l'énergie, que l'on obtient généralement en brûlant des combustibles carbonés. Comme vous le savez peut-être, ce n'est pas très écologique. La Norvège est unique dans ce domaine également, car 98% de l'électricité provient de ressources renouvelables. La Norvège dispose d'importantes ressources hydroélectriques et la majeure partie de son électricité provient des centrales hydroélectriques. D'ici 2030, le Royaume prévoit de couvrir 100% de ses besoins énergétiques par des énergies renouvelables, devenant ainsi encore moins dépendant du pétrole. La Norvège est donc la seule pays à avoir réussi à non seulement économiser, mais aussi à accroître ses fonds, contrairement à d'autres pays riches en pétrole et en gaz. Il est surprenant de constater qu'en tant que pays riche, la Norvège n'agit pas comme tel. Les athlètes norvégiens ont remporté le plus grand nombre de médailles dans l'histoire des Jeux Olympiques d'hiver, et c'est un des sujets les plus sacrés dans le pays. La Norvège a déjà accueilli les Jeux Olympiques d'hiver à 2 reprises, et Oslo était en lice pour accueillir les Jeux de 2022, jusqu'à ce qu'elle se retire au dernier moment. Tout ça parce que le parti au pouvoir a décidé que les dépenses massives liées aux Jeux Olympiques ne reflétaient pas les intérêts des citoyens du pays, et ne seraient pas soutenues par eux. Il a donc décidé de se retirer de la course, même s'il avait les moyens d'organiser l'événement. L'économie est le maître mot de la gestion norvégienne de la folle rente pétrolière. Enfin, j'ai pu voir Oslo sous le soleil. Et j'ai pu voir les habitants se rendre en masse dans les parcs, profitant pleinement du court été norvégien. Les saunas flottants sont une autre tendance intéressante et moderne de la capitale.
Et comme je suis un grand fan de la culture du sauna, je n'ai pas pu résister à l'envie de prendre le train en marche. Les amis, vous n'imaginez pas à quel point il est agréable d'être enveloppé par la chaleur du sauna, tout en regardant la ville et en ayant la possibilité de faire un petit plongeon. L'eau est vraiment salée et froide, car il s'agit d'un fjord. Il s'agit d'un afflux de la mer du Nord. Le plus beau, c'est que cette tradition n'a commencé il n'y a qu'une dizaine d'années, lorsqu'un habitant a décidé de construire un sauna flottant. L'idée a ensuite fait des émules. Aujourd'hui, il existe des dizaines de saunas flottants dans tout Oslo. Je connais un homme qui vient ici tous les jours, 5 jours par semaine, juste pour faire le plein d'énergie avant le travail. Qu'est-ce que vous voulez? J'adore les saunas. C'est une tradition géniale et vous devriez absolument l'essayer la prochaine fois que vous serez à Oslo. C'est tout ce que je voulais vous montrer à propos d'Oslo. Il est inutile de passer plus de 2 jours dans la capitale, tant le reste du pays est magnifique. N'oubliez pas non plus que le pays est assez étendu. Par exemple, si on le superposait à l'Europe, il couvrirait la distance entre le Portugal et la mer Noire. Allez les amis, on y va! Il n'est pas nécessaire de voyager loin pour voir la beauté de la Norvège. À 1 heure de la capitale, vous êtes entouré de paysages à couper le souffle. Pendant que nous quittons la ville, je vais vous donner quelques informations sur la Norvège, en rapport avec la voiture. Tout d'abord, le permis de conduire. C'est pas donné. Я заплатил чуть больше 3000 евро Pour le permis, за курс обучения. Это не включает в себя теоретический экзамен, он отдельно оплачивается. Там еще надо справку зрения проверить. То есть, я думаю, в сумме 3300 где-то евро. l'apprentissage de la conduite s'apparente ici à un entraînement des forces spéciales, en raison du nombre de cols de montagne. Vous devrez passer des épreuves de conduite sur glace et de conduite de nuit, ainsi qu'un test de réaction face à des animaux sauvages. Даже какая-то трасса есть, где на тебя пластмассовые коровы, там какие-то лоси выскакивают. Vous devez également réussir la formation au premier secours, car on peut vous retirer votre permis de conduire ou même vous mettre en prison si vous êtes témoin d'un accident de voiture et que vous ne vous arrêtez pas pour aider. C'est déjà arrivé ici. Heureusement pour moi, je peux conduire librement avec mon permis de conduire ukrainien. Mais les amendes pour excès de vitesse sont spectaculaires en Norvège, surtout en ville. Voici un exemple. Было превышение скорости, зона была 70, я превысил 90, то есть 20 км в час было превышение скорости. Полиция остановила, выписала штраф, большую сумму. À combien s'élevait-elle? 8 000 было. Да, это 1000 евро. В случае, если бы я не мог бы его выплатить, я мог бы тогда отсидеть 1 день у меня, Et ne pas payer. Не платить, да. D'ailleurs, l'option prison ne signifie pas que vous irez en prison le jour même. Car croyez-le ou non, il y a en fait une file d'attente pour y aller. Ainsi, si vous optez pour cette option, vous devrez peut-être attendre 4 mois avant que l'on vous appelle pour passer une journée en prison. Puisque nous en sommes là, intéressons-nous un peu plus aux prisons locales et à une histoire en particulier qui a fait la une des journaux après l'incarcération d'Anders Breivik. L'opinion publique s'est indignée après qu'il ait été révélé qu'il a été détenu dans un espace de 3 pièces. On ne peut pas appeler ça une cellule, n'est-ce pas? C'est plutôt une chambre, de toute façon. Apparemment, il s'est beaucoup plaint de conditions de détention inhumaines. Il a demandé à ce que sa PS2 soit échangée contre une PS3. Ce qui n'a pas été fait. C'est incroyable, non? Pauvre homme. J'ai décidé d'aller encore plus loin et de voir l'une des prisons en personne. Et voici la prison de Halden derrière moi. Nous sommes environ à 100 km d'Oslo, et c'est la 2e plus grande prison de Norvège. Outre le fait qu'elle soit considérée comme la meilleure prison du monde et qu'elle ait remporté une pléthore de prix d'architecture, les conditions de détention y sont très intéressantes, et j'ai envie de m'y intéresser un peu. Malheureusement, je ne peux pas y entrer pour filmer quoi que ce soit, mais je connais quelqu'un qui a travaillé comme agent de sécurité pendant 1 an et demi. J'ai l'intention de lui demander toutes sortes de choses. Когда первый раз пришел в тюрьму, я реально очень боялся. Я думал, меня встретят злые заключенные, все такое, а на самом деле оказалось все не так. Они все приходили, жали руки, здоровались, ели вместе пиццу, и все такое. Avec les détenus? Конечно. Слушай, расскажи Parlez-moi des conditions de vie des détenus. Ну, заключенные, у каждого есть своя
комната. Многие используют слово камера, но мы используем слово комната. Душ, туалет. Ici, les chambres sont individuelles. Et regardez ces fenêtres. Les détenus ont également accès à une salle de sport et même à une salle de musique. J'ai entendu dire que les détenus pouvaient travailler et même acheter des choses à l'intérieur de la prison. Да, конечно, многие тюрьмы имеют такую возможность. И в этих же магазинах работают сами же заключенные. Et les détenus reçoivent environ 8 € par jour en guise de salaire. Que peut-on acheter avec cette somme d'argent? На эти деньги мы можем купить все, что угодно. То есть продукты, те же самые продукты, которые в обычном магазине. Потому что в норвежской тюрьме это принцип нормальности. То есть человек должен испытывать те же самые права и те же самые возможности, как и человек снаружи. И, соответственно, они должны учиться ходить в магазин, покупать вещи, платить за эти вещи деньги. То есть это так и работает. То есть чтобы у них не было шока, когда они выйдут из тюрьмы, это чтобы они понимали, что за все надо платить и все такое. Dans la prison de Halden, il y a une maison conçue dans un beau style scandinave. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'un hôtel, mais il s'avère que c'est pour les détenus. Cette maison est située à quelques centaines de mètres de la prison. Les détenus y vivent pendant quelques mois avant d'être libérés. Pendant cette période, ils sociabilisent, vont travailler et se préparent à devenir des citoyens complètement libres. J'ai remarqué que tous les employés de la prison viennent ici comme s'il s'agissait d'un travail normal. Tout le monde a l'air heureux, tout le monde sourit. Qu'est-ce que c'est? А я тебе скажу, знаешь, я раньше работал в другой сфере, как бы я работал в службе досмотра аэропорта здесь у нас. И я тебе скажу, что я больше ругался в аэропорту, чем с заключенными. То есть поэтому у тебя хорошие отношения с заключенными, ну просто незачем ругаться, мы друг другу помогаем. То есть... Maxime m'a raconté que le personnel et les détenus mangent toujours ensemble, se serrent toujours la main et fêtent même ensemble les anniversaires des uns et des autres. C'est le principe de la normalité. La croyance commune en Norvège est qu'un ancien détenu peut toujours devenir votre voisin et que le travail de la prison n'est pas de punir mais de rééduquer les gens. C'est une solution très efficace puisqu'un seul détenu sur 5 se retrouve en prison après sa libération. Il y a autre chose que j'ai remarqué au cours de mes premiers jours en Norvège. Comme vous vous en souvenez peut-être, la Norvège est pleine de rivières et de lacs, et la plupart des habitants possèdent des bateaux, car il est assez facile de naviguer. C'est pourquoi la plupart des petites îles sont occupées. En fait, si vous voyez une parcelle de terre au milieu d'un lac, il est presque certain qu'elle arborera un drapeau norvégien, et qu'il y aura un barbecue avec des gens autour. Puisque les bateaux ont besoin d'être stockés, permettez-moi de vous présenter un autre bâtiment incroyablement populaire. Il s'agit d'un Iling, c'est-à-dire un entrepôt de bateaux couvert à plusieurs niveaux, dont le rez-de-chaussée est généralement réservé aux réparations. Les étages supérieurs sont réservés à l'habitation. Les Iling sont d'une incroyable diversité de couleurs et certains sont même devenus célèbres sur Instagram. Et j'ai trouvé ce joli petit ensemble, juste en dessous d'une montagne, dans une ville appelée Sundalsora. Vous avez peut-être remarqué que le rouge est une couleur populaire pour les Illings et les maisons locales ici. L'une des histoires à propos des bâtiments rouges est que les Norvégiens étaient si pauvres qu'ils ne pouvaient pas se permettre de construire des maisons en briques, mais qu'ils le voulaient vraiment. Ils les ont donc peintes en rouge pour qu'elles ressemblent de loin à de la brique. La peinture elle-même était la moins chère qu'ils pouvaient se procurer. Elle était faite de poissons, en particulier d'ora. La Norvège est célèbre pour son poisson, et c'est le premier pays au monde pour l'élevage de saumon, qui se fait dans des fermes marines comme celle-ci. Et bien sûr, il y a de nombreux restaurants de fruits de mer extraordinaires ici. Je voulais tester un d'entre eux depuis très longtemps, et j'ai enfin eu l'occasion de le faire. Il s'agit d'Under, le premier restaurant sous-marin d'Europe, conçu par le célèbre bureau d'architecture norvégien Snorreta. Il s'agit d'un monolithe de 35 mètres de long, partiellement émergé à 5 mètres de profondeur. L'idée derrière la conception était que le restaurant s'intègre à la vie marine au fil du temps, puisque sa surface extérieure en ciment robuste peut servir de récif marin artificiel. C'est l'une des merveilles architecturales locales, et il était pratiquement impossible d'y entrer, étant donné que toutes les tables sont réservées des mois à l'avance. Et pourtant, nous y sommes, et je suis ravi de vous le montrer. Imaginez que vous puissiez dîner avec une telle vue. Je n'ai vraiment aucune idée de comment les gens peuvent manger ici, parce que je ne peux pas détacher mes yeux de l'eau. Le simple fait de regarder cette eau est si paisible. Le bonheur à l'état pur.
Le restaurant a reçu plusieurs prix d'architecture et une étoile Michelin 10 mois seulement après son lancement. Under ferait près de 500 mètres carrés et peut accueillir 40 personnes. Cela en fait le plus grand restaurant sous-marin du monde, et peut-être aussi le plus beau. Malheureusement, la cuisine n'est pas encore ouverte, mais j'ai eu la chance de m'entretenir avec le chef. La spécialité du restaurant réside dans ses fruits de mer locaux et de grande qualité. Et comme vous pouvez l'imaginer, les dîners ne sont pas bon marché ici. Between 450 € to 5,000 €. Malgré ce prix élevé, selon Nikolai, le restaurant est déjà réservé pour les 3 prochains mois. Et le prochain week-end disponible est dans 6 mois. Tout ce qui est du succès marche, malgré le confinement qui a commencé peu après le lancement du restaurant. We are still fully booked and have been for the entire COVID period where we have been open. What we stressed a lot about when COVID hits us, when we get guests, because before 50% of our guests came from abroad, from all over the world. But I get goosebumps just talking about it. But Norwegian people really supported this restaurant, and we filled up like this. We have been fully booked now throughout the entire COVID period, with only Norwegian guests. Le restaurant Under est géré par une équipe internationale de 16 chefs, dont Botgan, originaire d'Ukraine. Quoi qu'il en soit, je vous recommande vivement d'essayer de réserver une table dans cet incroyable restaurant si vous êtes en Norvège. Et j'ai presque oublié de mentionner que les routes locales ne sont pas exactement une piste de course. Elles sont très étroites, juste un peu plus larges que celles de Bali. Par conséquent, la limitation de vitesse à 50 km/h est tout à fait logique, surtout si l'on considère les routes de montagne et les cols. L'avantage, c'est que ces routes vous mènent juste à côté du plus beau site touristique du pays. Et c'est là que nous nous dirigeons. Mes amis, préparez-vous pour les fjords. La route me mène à un point d'observation connu sous le nom d'Øygardsstold, situé à 640 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et la vue est incroyable. Le Lysfjord est le premier point de repère de ma liste. Avec ses 42 km de long, ce n'est pas le plus grand fjord selon les locaux. Et on y accède par 27 virages en épingle sur le col de Lysvegen. En bas, la route se termine et la seule option pour continuer est le ferry. Parlons donc de fjord en attendant l'arrivée du ferry. Un fjord, mot norvégien, est un bras de mer étroit bordé de plages rocheuses de part et d'autre. Avec plus de 1000 à son actif, la Norvège est le pays des fjords. Et si vous regardez la carte, vous verrez que le pays est littéralement coupé en morceaux par ces fjords. Et c'est aussi la raison pour laquelle la Norvège est le plus grand front de mer du monde. Les fjords ont été formés pendant l'ère glaciaire, et tout cet espace était rempli de glace qui fondait et glissait en coupant les rochers. Ensuite, l'espace créé par la glace est rempli d'eau de mer. Et c'est ainsi qu'on obtient un fjord. Le ferry est le meilleur moyen d'explorer les fjords, alors payons 90 € pour un billet et montons sur le pont principal. Des paysages d'un niveau absolument exceptionnel. Les fjords sont l'une des plus belles choses que Mère Nature ait créées. Vous avez tout ici. Les montagnes, les forêts, la mer. Tout cela dans un espace minuscule et compact. Je vous garantis que vous serez époustouflés la première fois que vous les verrez. Surtout en Norvège, où la nature se mêle à l'architecture artificielle et à des villages d'une beauté légendaire. Nous n'en avons pas encore fini avec Lysfjord, car il nous reste encore une chose à voir. Vous n'êtes pas allé en Norvège si vous n'avez pas fait de trekking dans les montagnes locales. La Norvège regorge de randonnées pittoresques qui conviennent à tous les goûts et à tous les âges. Ce sentier par exemple a été tracé par des Sherpas népalais, spécialement engagés par le gouvernement norvégien. Cette randonnée permet de découvrir de superbes paysages, mais elle n'est pas facile car nous grimpons vers un sommet au-dessus de Lysfjord. 2 heures plus tard, j'arrive enfin au sommet. Mais il y a un problème, c'est le coup de vent. Le vent souffle tellement que j'ai du mal à tenir sur mes pieds.
Inutile de dire que cela rendait tout mouvement extrêmement difficile et qu'il était impossible de s'approcher du bord. Quelques courageux ont réussi à se mettre debout, mais le reste d'entre nous a rampé sur le sol. Pas question non plus de lancer un drone. Puis, environ 15 minutes plus tard, le vent s'est un peu calmé et j'ai décidé de déballer l'abeille. Honnêtement, j'aurais probablement pu le laisser en veilleuse parce que le vent faisait bien tourner les pales. Mais malgré les forts vents latéraux, nous avons réussi à décoller. Preikestolen, ou Pulpit Rock, est une gigantesque falaise carrée de 25 mètres sur 25, qui s'élève à 600 mètres au-dessus de l'Isfjord. La vue, eh bien, elle est vraiment impressionnante, ce qui fait de cet endroit l'une des principales attractions de cartes postales de Norvège, et vous permet de commencer à comprendre à quel point les fjords norvégiens sont vraiment énormes. J'ai également réussi à atterrir, ce qui m'a ravi. Honnêtement, ce fut le vol le plus difficile de ma vie, et j'ai même dit au revoir à ce truc plusieurs fois. Mais hélas, le drone a tenu bon. Et j'adore cette chose. Curieusement, il n'y a pas de clôture de protection ici. Et les gens risquent vraiment leur vie en se tenant sur le bord, quand le vent se lève vraiment. Pour ma part, j'ai vraiment été surpris de constater qu'il n'y a pas un seul cas de chute, d'après les informations que j'ai pu trouver sur Internet. Oui, il y a bien quelques suicides, mais personne n'est tombé par accident. Et personne n'a été emporté par le vent. Ce n'est pas pour rien que Preikestolen n'a pas de clôture. Les autorités locales estiment que la destination perdrait de son charme. Et donc si vous n'avez pas le vertige et que vous voulez prendre une photo avec cette vue, je vous recommande vraiment de venir. Je considère les randonnées de ce type comme des petites aventures et des événements spéciaux pour ma part. Mais il n'en va pas de même pour les habitants de la région. Pour eux, ces randonnées sont plutôt considérées comme une simple sortie sportive. En fait, la randonnée est un culte ici. Il semble y avoir autant de magasins de matériel de randonnée que de cafés. Et c'est ce que tout le monde fait, quel que soit l'âge, même avec des enfants. J'ai rencontré ces personnes sur le chemin de Preikestolen. We're hiking every other morning, 1.5 hours before breakfast. C'est vrai? Yes. And every other day I'm biking 40, 50, 60, 70 kilometers. Et quel âge avez-vous? 75. C'est pas vrai. Yeah, that's right. C'est incroyable, vous avez l'air en pleine forme. I feel fine. Pouvez-vous croire cet homme? Il ne fait pas son âge. Et il n'est pas le seul à être comme ça. Les Norvégiens sont peut-être les personnes les plus athlétiques que j'ai jamais vues. Et ils vont courir en toute décontraction, quel que soit le temps. Il y a même un dicton qui dit que les mauvais temps n'existent pas, mais que les mauvais vêtements existent. Certains emmènent même leur bébé courir. Incroyable. Ces gars-là adorent les sports d'hiver. Et pour rester en forme l'été, ils enfourchent leur ski à roulettes. Et bien sûr, leur vélo. Bref, les Norvégiens vous motivent vraiment à être plus actifs. Mais pour l'instant, embarquons sur le prochain ferry. D'ailleurs, cette fois-ci, je n'ai pas eu besoin d'acheter un billet car il scanne votre plaque d'immatriculation et vous envoie la facture à la fin du mois par email. Je vais maintenant vous présenter une autre attraction touristique, les routes panoramiques. Il s'agit de routes panoramiques, évidemment. Et il y en a 18. Je veux dire qu'il faut en visiter au moins une. Les routes sont signalisées et les panneaux indiquent généralement qu'il y a beaucoup de choses de beau dans le coin de la rue. Les routes panoramiques sont un excellent moyen d'explorer le pays en voiture. S'étendant sur plus de 2000 km, ces routes vous emmènent dans les parties les plus pittoresques du nord et du centre de la Norvège, ce qui rend la conduite très agréable. Voyez cela comme un puzzle, où pièce par pièce, vous découvrirez de magnifiques canyons, des glaciers, des rivières de montagne à l'eau incroyablement claire, et bien sûr, les fjords. Croyez-moi, il est impossible de vous montrer ce pays dans son intégralité en un seul épisode, voire 2 ou 3. Car la Norvège est tellement belle qu'il est difficile de savoir par où commencer. Je ne remarque même plus les chutes d'eau, tellement elles sont fréquentes. Sérieusement, je ne sais plus où donner de la tête.
Il m'est arrivé la même chose en Suisse. Ici, je vois des petits villages mignons au bord des lacs et des maisons à l'arrière-plan des paysages norvégiens qui ont l'air d'être de petits jouets, conçus spécialement pour attirer l'attention des touristes comme moi. Vous me connaissez, je ne pouvais pas m'empêcher de m'arrêter tout le temps, ce qui n'augurait rien de bon pour mon emploi du temps. Une chose que j'ai appris au Burning Man et qui va s'appliquer ici aussi, c'est qu'il faut multiplier le temps du GPS par 2. Parce qu'en fait, on s'arrête ici, on s'arrête là, on s'arrête pour prendre des photos, on s'arrête pour profiter de la vue, on s'arrête partout. C'est un processus sans fin. C'est ça la Norvège. À l'instar de la Suisse, la Norvège possède également des trains touristiques qui vous emmènent sur des itinéraires magnifiques. J'ai sauté dans le train et même si ce n'était pas aussi pittoresque que le train suisse, le fait que ces trains existent est un bonus en soi. Désolé si j'ai l'air de me répéter, mais je ne peux pas m'empêcher de parler de la beauté de ces sites. Revenons maintenant aux aspects moins pittoresques, comme les infrastructures. Le paysage norvégien rend le développement des infrastructures délicat. Et oui, c'est à cause des fjords. La construction des ponts est également une entreprise complexe, en raison de la profondeur des fjords. Certains atteignent 500 mètres de profondeur, ce qui explique que la plupart des ponts soient suspendus, et que leur support ne se trouve pas dans l'eau, mais sur la terre ferme. Une quinzaine de ponts atteignent 1 km de long ou plus, ce qui est époustouflant. Les routes dans les montagnes sont également difficiles et coûteuses à construire. De plus, elles sont recouvertes de neige en hiver et doivent être nettoyées. C'est pourquoi les Norvégiens ont choisi une autre voie. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que la Suisse était le pays des tunnels? Eh bien, c'est parce que je n'avais pas encore été en Norvège. Ici, c'est le véritable royaume des tunnels. Il y a environ 1240 tunnels, ce qui est impressionnant pour un pays de 5 millions d'habitants. Il y en a partout. J'ai essayé de commencer à les compter, et après une trentaine de kilomètres, je me suis stoppé, car ils sont tout simplement trop nombreux. La Norvège abrite le plus long tunnel du monde, le tunnel de Lærdal. Il mesure 24 km de long et a été conçu par une équipe de psychologues, qui ont introduit des aires de repos et un éclairage multicolore, afin d'accroître l'attention des conducteurs au volant. Avec tout ça, il y a même des ronds-points, ce que l'on ne voit généralement pas dans un tunnel. Au fur et à mesure que nous nous enfonçons dans la campagne, nous atteignons un autre fjord, celui d'Orlandsfjord. L'avantage de ces routes panoramiques est qu'elles permettent de découvrir des structures architecturales et des sites naturels vraiment intéressants, les premières étant conçues pour mettre en valeur les seconds. Cette structure en acier de 30 mètres sert de point de vue et s'élève à 650 mètres au-dessus du fjord. Mais ce qui compte, c'est la vue. Le fait d'être ici m'a fait penser que certaines personnes ont la chance d'être les témoins quotidiens de toute cette magnificence. Ils la voient tout le temps, vous imaginez? Je n'en reviens toujours pas. Je dois dire que les Norvégiens sont extrêmement chanceux d'avoir tout cela dans leur jardin, car ils sont entourés de tous ces sites, peu importe où ils se trouvent. Ils ont également appris à mettre en valeur la beauté de la nature grâce à l'architecture. C'est ce dont j'aimerais vous parler maintenant, car c'est un sujet qui m'a vraiment étonné de la même manière que la nature. Et dès que l'on arrive à Oslo, on se rend compte que les Norvégiens s'y connaissent en matière de design. Prenez par exemple le quartier du projet Barcode, construit à l'emplacement des anciens docks maritimes. Sa conception est une classe de maître en matière de Feng Shui. Néanmoins, c'est l'Opéra d'Oslo qui est considéré comme le bâtiment le plus célèbre de la capitale. Il a été conçu par Snohetta, la même société qui a créé Under, le restaurant que nous avons vu précédemment. La caractéristique la plus unique du bâtiment est que son toit est ouvert au public. Les bâtiments bien conçus ne se limitent pas qu'à Oslo, et les églises en sont un excellent exemple.
Voici par exemple une église que j'ai trouvée à Narvik. Un design céleste, vous ne trouvez pas? Je n'aurais jamais deviné qu'il s'agisse d'une église, s'il n'y avait pas la croix. Je veux dire, cela ressemble beaucoup à un centre d'exposition. Et il y en a beaucoup aussi. Ou pourquoi pas un musée entourant un navire. Comme vous l'avez peut-être remarqué, le mot durable est à la mode en ce moment. Il signifie que l'on respecte l'environnement et que l'on consomme les ressources naturelles avec précaution. Et la Norvège est durable au plus haut point. En fait, les Norvégiens sont occupés à construire un grand nombre de structures durables, appelées Powerhouse, dans tout le pays. Par exemple, la Powerhouse Telemark, dans la ville de Porsgrunn. Ce bâtiment a un taux d'émission de CO2 négatif, ce qui signifie qu'il produit plus d'énergie qu'il n'en consomme pendant toute sa durée de vie. Cela inclut sa construction et même sa démolition. Des panneaux solaires recouvrent le toit et la façade du bâtiment, produisant 256 000 kWh d'énergie par an. C'est plus que ce dont le bâtiment a besoin, et il renvoie donc l'énergie qu'il ne consomme pas dans le réseau. Le toit est percé de longues fenêtres qui éclairent les 3 étages supérieurs. Les matériaux dont est fait le bâtiment accumulent la chaleur pendant la journée et la restituent lentement pendant la nuit. Le chauffage est également assuré par des puits géothermiques situés à 350 mètres de profondeur. En d'autres termes, il s'agit d'une technologie d'avenir qui est déjà pleinement utilisée en Norvège. Et j'espère que nous pourrons bientôt tous en profiter. Laissez-moi maintenant vous présenter l'un de mes sites préférés, situé au parc national au nom très compliqué. Il est aussi appelé Point de vue de Snøhetta. Il a été réalisé par le même bureau d'architectes. Après une randonnée d'1,5 km, vous vous retrouvez dans un grand pavillon en acier, doté d'une immense fenêtre panoramique qui vous ouvre toute la vallée. L'endroit n'est pas seulement un point de vue, mais aussi une halte pour les touristes, qui vous protège des vents et vous réchauffe avec une cheminée confortable. J'ai l'impression d'être au cinéma, car tout le monde chuchote pour ne pas vous déranger pendant que vous profitez de la vue. Et les vues ne se limitent pas au paysage. On y voit notamment des animaux sauvages, notamment des cerfs du Nord et même des renards arctiques. There's very vulnerable species in this area, so it's really nice if people don't disturb them that much, but still have a place where they can, look at them. En bref, c'est un endroit où les gens peuvent interagir avec la faune, sans perturber la paix. Passons maintenant à la deuxième ville de Norvège. Bergen est célèbre pour sa zone connue sous le nom de Bryggen, où l'on trouve une dizaine de maisons en bois incroyablement anciennes, toutes vieilles d'au moins 300 ans, qui font partie du patrimoine de l'UNESCO. Il y a également un funiculaire bien connu qui vous emmène en 6 minutes au sommet du mont Fløyen, avec une vue magnifique sur la ville. Pour être honnête avec vous, je ne suis même pas venu à Bergen pour les promenades. La ville sert de base aux employés de l'industrie pétrolière et gazière, où l'on peut parfois apercevoir d'énormes plateformes dans le port de Bergen. Avec un peu de chance, nous pourrons visiter une véritable plateforme pétrolière norvégienne aujourd'hui. J'ai prévu de le faire avec mon ami Vitya, qui travaille pour la société Transocéan et vit en Norvège depuis 12 ans. Il a été pratiquement impossible d'obtenir un permis de tournage, car il s'agit d'une zone hautement sécurisée. Mais nous avons été incroyablement chanceux de pouvoir capturer cette plateforme. Nous avons eu beaucoup de chance, parce que la plateforme pétrolière se trouve dans le port de Bergen pour des travaux de maintenance, ce qui n'arrive qu'une fois tous les 5 ans. Avant de pouvoir entrer, il faut passer un test Covid, revêtir des vêtements spéciaux et suivre les instructions de sécurité, qui interdisent notamment les montres à bracelet métalliques. Mais ma montre était très bien. Après ça, nous avons été autorisés à entrer dans cette merveille d'ingénierie. Et les amis, je ne peux même pas vous décrire à quel point c'est grandiose. Voici le Transocéan Enabler, une plateforme pétrolière de dernière génération, pesant 45 000 tonnes, conçue pour forer dans des conditions extrêmes dans la mer des Barents, et pouvant accueillir une équipe de 130 personnes. Tout d'abord, un ascenseur nous a fait monter de 12 niveaux, et nous sommes entrés dans le mastodonte qui subissait sa maintenance programmée, afin de pouvoir reprendre le travail rapidement. Tous les travaux doivent être réalisés en seulement 2 semaines, car chaque jour où la plateforme ne fait pas son travail coûte à l'entreprise 450 000 $. Alors toute l'équipe était à pied d'œuvre. Voici quelques détails supplémentaires sur cette extraordinaire création technique. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'une simple plateforme pétrolière.
Elle est en fait enregistrée comme un navire qui se rend tout seul là où il doit être. Ce poids lourd est contrôlé par un système informatique spécial qui le maintient stable même par des vents de 50 nœuds et des vagues énormes. Il est peut-être difficile pour vous d'apprécier la capacité de cet engin, mais croyez-moi quand je dis que c'est un chef-d'œuvre technique dans le monde des plateformes pétrolières. Le Transocean Enabler peut forer verticalement et horizontalement à des profondeurs allant jusqu'à 8500 mètres. Et je n'ai toujours aucune idée de la manière dont il y parvient. Et c'est fou ça. Le panneau de commande semble avoir été conçu pour les joueurs de Dota 2. Et le fauteuil a besoin d'une présentation à lui tout seul. This chair has been used in the Star Wars movie. Vraiment? Yes. Ce travail n'est pas facile, mais l'emploi du temps de Sega compense. Ребята работают 2 недели офшор и 4 недели дома. То есть это довольно-таки много свободного времени. И чтобы чем-то заняться, у всех есть людей какая-то дополнительная работа во время этих 4 недель, пока они... Font-ils ces petits boulots pour arrondir leur fin de mois ou simplement pour changer de rythme? Не, чтобы, наверное, занимать время, потому что я думаю, люди, которые работают на этих платформах, они зарабатывают довольно-таки достаточно. Passons maintenant au quartier d'habitation. Pour moi, c'est vraiment comme un bon hôtel 3 étoiles. Et en plein milieu de la mer des Barents. Chaque employé dispose de sa propre cabine. Le chef cuisinier et le personnel de restauration ont rejoint la plateforme après avoir travaillé dans un hôtel. When you're living offshore, this is a 5-star hotel. Really? Yeah, the food is amazing. La plateforme dispose d'un cinéma, de salles de jeu, d'un studio de musique, d'un solarium et d'une salle de sport. Apparemment, l'entreprise vous paye pour aller à la salle de sport. Do the exercise. The company will give us 50 NOK per hour when we are down here, and that money we will use for new movies, PlayStation games. Il y a aussi un hôpital ici, avec tout le matériel chirurgical nécessaire, et même une installation de vidéoconférence, qui permet aux médecins sur la plateforme de traiter les patients avec l'aide de leurs collègues en dehors de la plateforme. Mais le plus fou, c'est qu'ils stockent du sang pour tous les membres de l'équipe. Ils stockent du sang du bon type et du bon facteur Rhesus pour chaque membre de l'équipe. Tout ça parce que la plateforme est généralement très éloignée de la côte, et que, comme vous l'imaginez, tout peut arriver, y compris la perte de sang par exemple. Un exploit extraordinaire, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. Comme vous le savez, les Norvégiens sont très soucieux de l'environnement. C'est pourquoi ils construisent actuellement une usine qui récupérera le CO2 de l'atmosphère et le transformera en liquide qui sera pompé dans les réservoirs d'où provient le pétrole. La Norvège prévoit de mettre en œuvre cette technologie prochainement. Ainsi, non seulement ces énormes machines extraient des ressources naturelles, mais elles seront également utilisées pour lutter contre le réchauffement de la planète. Je trouve ça super cool. L'une des choses que je peux affirmer avec certitude à propos des Norvégiens, c'est qu'ils aiment vraiment leur pays, et qu'ils ont l'intention de le léguer à leurs enfants dans le meilleur état possible. Et ils ne se contentent pas d'en parler. Ils agissent. Ce dont nous pouvons tous nous inspirer. Je pense qu'il est temps de résumer certaines choses, car j'ai beaucoup de choses à partager après avoir été sur la route pendant 8 jours. Pour votre information, je suis toujours qu'à 500 km d'Oslo, ce qui est ridicule. Autrefois, j'avais traversé toute la Nouvelle-Zélande en voiture, dans le même laps de temps. Ici, je me déplace comme une tortue et je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, ce sont les routes. Il s'agit principalement de cols de montagne, et je suppose qu'il est possible de rouler vite sur ces routes. Mais cela risque de se retourner contre vous, et de vous coûter très cher à cause des amendes exorbitantes. La deuxième raison est la beauté de ce pays. Je jure que je m'arrête toutes les 15 minutes pour sortir de la voiture et m'imprégner de la beauté des lieux. Et tous les arrêts s'additionnent et peuvent vous faire prendre du retard. Bon, il faut que je me reprenne. Mais les amis, jusqu'à présent, la Norvège est vraiment géniale. Bon, il est temps de passer aux choses sérieuses. Allons-y. Lorsque vous voyagez en Norvège, il est utile de vous habituer au fait que vous passerez beaucoup de temps dans la file d'attente d'un ferry. Vous devez également garder à l'esprit que les ferries et les routes de péage s'additionnent et qu'ils vont rapidement gruger votre budget. Je veux dire que j'ai dépensé quelques centaines d'euros rien que pour les routes à péage. Probablement autour de 500 € pour être exact. Pour ce qui est de notre progression, nous sommes maintenant à Sognefjord, le fjord le plus long et le plus profond de Norvège. Il fait 200 km de long et 1300 mètres de profondeur. Si vous êtes plongeur, vous ne toucherez probablement jamais le fond. À ce stade, j'ai vu tellement de choses stupéfiantes que je ne sais plus où donner de la tête. C'est pourquoi je continue à rouler et que je finis émerveillé à chaque fois que je vois un truc étonnant. La beauté de la Norvège, c'est qu'elle ne cesse de révéler sa beauté à chaque tournant. Et croyez-moi, cet endroit est un régal pour les yeux. Trop de choses pour une seule séance.
Nous nous enfonçons dans le centre du pays, un endroit rempli de cols de montagne. Et celui que nous empruntons actuellement me rappelle beaucoup le Transfagarasan roumain. Oh, regardez, un autre point de vue. Bien sûr, ils ne pouvaient pas se contenter de construire un point de vue. Ils ont dû l'élever à un autre niveau. Il ne fait aucun doute que les Norvégiens sont de vrais pros en matière de construction de belvédères. Que dire de plus? Bravo à eux! Quelques centaines de kilomètres plus loin, nous atteignons la commune de Stryn, où se trouve un point de repère que vous ne trouverez sur aucun site de voyage. Et c'est bien dommage. Il s'agit du lac Lovatnet, formé par un glacier. C'est la fonte des glaciers qui donne naissance à ces lacs aux eaux turquoises magnifiquement colorées. Le lac est entouré d'eau par des tonnes de glaciers et de chutes d'eau. Et là, c'est la plus célèbre de ces chutes. Elle s'appelle Ramnesfjellfossen. J'espère que ma prononciation est correcte. Voici le cousin de mon drone, avec qui je vais essayer de voler à travers la cascade. Selon les sources, la chute d'eau fait entre 600 et 800 mètres de haut, ce qui en fait l'une des plus hautes chutes d'eau du monde. Et c'est certainement la plus haute chute d'eau dans laquelle j'ai jamais volé avec un drone. Lovatnet m'a fait tomber encore plus amoureux de cet endroit, et ce n'est pas seulement à cause du lac. La région regorge d'autres sites étonnants, que nous verrons dans un instant. Tout d'abord, une petite histoire intéressante. Voici un fait qui m'a choqué. Apparemment, ce lac a connu un tsunami. Ce qui n'est pas ce à quoi on s'attendrait d'un lac. Les tsunamis se produisent généralement dans l'océan. Cependant, le tsunami de Lovatnet n'a pas été causé par un tremblement de terre, mais par un glissement de terrain qui a eu lieu en 1905 et a provoqué une vague de 40 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 20 étages. Il a coûté la vie à 60 personnes et a complètement détruit quelques villages. Et bien que les géologues aient dit que cela ne se reproduirait jamais, cela s'est produit 30 ans plus tard, lorsqu'un glissement de terrain encore plus important, avec environ 1 million de mètres cubes de terre, a créé une vague encore plus grande. Pour mettre les choses en perspective, voici à quoi ressemble une vague de 75 mètres. C'est la taille d'un petit gratte-ciel. Il n'y a pas eu d'autres tsunamis depuis, mais il n'y a aucune raison pour que cela ne se reproduise pas. Cela peut arriver à tout moment. Non pas que je veuille que ça arrive, je le dis simplement. Ces catastrophes naturelles n'ont pas empêché les gens de construire des maisons près du lac, et le lac est toujours une attraction très populaire pour les touristes. Il est difficile de reprocher à quiconque de prendre le risque, quand l'avantage est d'avoir des vues comme celle-ci par la fenêtre. Il existe également quelques sentiers de randonnée, dont l'amène au village pittoresque de Raskestra. Tout comme aux îles Féroé, les maisons du village sont recouvertes d'herbes sur le toit. Il y a quelques siècles, c'était la méthode la plus populaire pour construire un toit en Norvège. Car les toits en herbe deviennent si lourds qu'ils compriment les murs en rondins, bloquant ainsi les vents violents. De plus, ils bloquent l'eau et sont très esthétiques. Plusieurs bonnes raisons pour ça. Je suis rapidement tombé amoureux de cet endroit et j'ai décidé d'y passer une nuit, ce qui était facile à faire étant donné le nombre de campings qu'il y a. J'adore. J'ai ensuite décidé d'aller me baigner. Et ça, mes amis, c'est avéré être une très mauvaise idée. Car les lacs de glacier, oui, ils sont glaciers. Regardez ce que j'ai trouvé à l'épicerie. Il s'agit d'un gris écologique,
Fabriqué à partir de matériaux entièrement recyclables. Tu l'assembles comme des Lego et ensuite tu peux l'utiliser comme un vrai grill pour faire des barbecues. La matinée au bord du lac était tout simplement magnifique. Et Lovatnet, je t'aime. Voyons ce qu'il y a d'autre dans le coin. À quelques kilomètres du camping, je me suis retrouvé à l'extrémité d'un glacier, appelé Briksbaldrine. La pointe a plutôt la forme d'une langue, une fine plaque de glace qui descend jusqu'au lac. C'est une sorte de microcosme de tout l'écosystème de la vallée. Les glaciers fondent et se transforment en chutes d'eau qui, à leur tour, remplissent les lacs d'une eau turquoise et cristalline. Et Lovatnet compte des centaines de ces cascades. Il convient de mentionner que la langue du glacier a considérablement diminué en taille, près de la moitié du glacier d'origine ayant fondu au cours des dernières années. Si vous envisagez de visiter la Norvège, consultez d'abord le site web du tourisme du pays. C'est le meilleur site touristique national que j'ai jamais vu. Et il contient des tonnes d'informations utiles, des photos et des cartes de randonnée avec les dernières mises à jour. Le site s'appelle Visit Norway et il contient tellement d'informations utiles qu'il m'a agréablement surpris. Et c'est ce que j'ai beaucoup utilisé tout au long de ce voyage. Bravo la Norvège! J'espère que vous n'êtes pas épuisés par tous ces sites insensés, car il y en a encore quelques-uns à venir. Tout d'abord, admirons le dernier fjord de ma route. Oui, je sais que je vous en ai montré beaucoup, mais celui-ci vaut vraiment la peine d'être vu, car il est connu pour être le plus beau fjord de Norvège. Il s'appelle Geirangerfjord, et il est réputé pour ses chutes d'eau. Avez-vous déjà vu cette vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux? Eh bien, elle a été tournée ici, plus précisément sur cette montagne. La seule différence, c'est que la vidéo a été tournée au printemps, lorsque les chutes d'eau étaient vraiment abondantes. Aujourd'hui, nous sommes au début du mois d'août, et ce n'est plus tout à fait la même chose. Le Geirangerfjord est officiellement inscrit au patrimoine de l'UNESCO, et l'on s'efforce de le maintenir en parfait état pour les années à venir. Il y a quelques années, des scientifiques ont mesuré le niveau de pollution dans l'air dans le fjord, et il s'est avéré qu'il était similaire à celui de la ville. En grande partie à cause des bateaux de croisière qui étaient présents en masse avant Covid. Ainsi, d'ici 2026, seuls les navires électriques seront autorisés à naviguer dans le fjord, et il n'y aura plus de navires à moteur diesel qui polluent la région. Quoi qu'il en soit, je vous recommande vivement de visiter cet endroit la prochaine fois que vous serez en Norvège. Une autre chose dont je ne vous ai pas encore parlé, ce sont les hôtels norvégiens. En fait, il s'agit surtout de cabanes, installées dans les plus beaux endroits que le pays a à offrir. Imaginez que vous louez une maison entourée de forêts, de lacs et de fjords, et que vous vous réveillez avec ce genre de vue. Malheureusement, je n'ai pu réserver aucun de ces endroits, car ils sont réservés des mois à l'avance, non pas par les touristes, mais par les habitants. Il s'avère que les petites escapades sont une tradition ici, et beaucoup de gens vont dans ces cottages appelés hyttes. La hytte a un peu l'air d'une maison de vacances, et j'ai vraiment apprécié. Alors approfondissons un peu le sujet. À l'époque, la plupart des Norvégiens semblaient préférer vivre à la campagne, optant pour les endroits les plus pittoresques qu'ils pouvaient trouver.
Cette situation a changé à l'ère de l'industrialisation, lorsque la plupart des gens ont afflué vers les villes, et c'est ainsi qu'est née la tradition des escapades à la campagne. Il y a de fortes chances que vous trouviez la maison de vacances de quelqu'un, même dans les régions les plus reculées. La Heat Classic est une petite cabane sans eau, ni électricité, ni aucun autre avantage de la civilisation. En outre, la plupart n'ont même pas de route d'accès, ce qui suggère subtilement qu'il vous faudra peut-être faire une petite randonnée pour y accéder. Une autre tradition veut que la Heat ne soit pas à plus de 3 heures de route de votre domicile permanent, afin qu'elle soit facilement accessible pendant les week-ends. La situation des Heat est littéralement époustouflante. Il y en a tellement. Tous situés au bord des lacs, des fjords. Et le design. Dieu bénisse Ikea. C'est tout simplement magnifique. Évidemment, je voulais en louer une, mais elles sont toutes réservées. Mais j'ai quand même réussi à trouver mon petit bijou. Et maintenant, chers amis, laissez-moi vous montrer ma Heat. Il s'agit d'une minuscule Heat classique qui a plus de 200 ans et d'après le propriétaire, rien n'a changé à l'exception de la porte d'entrée. De l'extérieur, elle ressemble à une grange typique. À l'intérieur, une cuisinière à gaz est le seul vestige du monde moderne. Le reste, y compris le chauffage et les meubles, est extrêmement rural et simple. Il y a aussi quelques vieilles photos de la famille propriétaire de la maison et des livres qui datent de la fin du 19e siècle. Les portes sont si basses qu'il faut se pencher pour entrer dans la pièce. Il n'y a pas de couverture cellulaire et Internet est également inexistant. Besoin de laver les assiettes? Oui, mais il faut d'abord aller chercher de l'eau. Besoin de se réchauffer? Vous allumez le poêle. Et le soir venu, vous allumerez les bougies, car l'électricité n'existe pas non plus ici. Les toilettes extérieures sont en fait mieux que ce à quoi on pourrait s'attendre. Et il y a un portrait de la famille royale à l'intérieur, ce qui est une autre tradition locale. J'ai passé une journée entière ici. J'ai cuisiné, écouté les moutons et savouré la désintoxication de la ville dans cette campagne vraiment unique. La Heat nous rappelle que pour apprécier à leur juste valeur les équipements modernes dont chacun d'entre nous dispose, il est parfois nécessaire de s'en éloigner. Et la journée que j'ai passée à la Heat m'a permis de me vider la tête et m'a fait penser qu'il faudrait peut-être que je trouve quelque chose de similaire près de chez moi. Et je remercie la Norvège de m'en avoir donné l'idée. C'est une remise à zéro absolument inégalée, dont nous avons tous besoin compte tenu du rythme de vie moderne. À ce moment-là, il ne restait plus que 2 choses à voir. La première était le célèbre col de Trollstigen, qui signifie l'échelle des trolls. Le temps n'était pas très coopératif lorsque j'y étais. J'ai failli perdre mon drone et je n'ai pas pu filmer grand-chose à part la chute d'eau de Stigfossen. La deuxième chose dont je mourrais d'envie de voir, c'est la route de l'océan Atlantique, qui traverse la mer de Norvège et relie une série d'îles à l'aide de 7 ponts. Voici le pont le plus célèbre de tous, qui vous donne l'impression que vous allez conduire directement dans les nuages, ce que l'on appelle un drunk. Et bien sûr, je me devais de passer dessus. Waouh, quel endroit magnifique! Et j'adore conduire sur cette route. Construite dans les années 1980, elle a commencé sa vie en étant une route à péage. Et après 10 ans de péage, elle a finalement été remboursée. Et maintenant, la route est gratuite pour tous. Mes amis, j'ai une confession à vous faire. Pendant tout ce voyage, j'ai fait une petite enquête secrète sur un certain phénomène. Et ce phénomène, ce sont les toilettes norvégiennes. Et croyez-moi, c'est du très haut niveau. Pendant mes 2 semaines de voyage, j'ai filmé pratiquement toutes les toilettes publiques que j'ai vues. Et j'ai pris des dizaines de selfies à l'intérieur. J'en ai visité plusieurs et j'ai des choses à vous montrer. Puisque l'index Big Mac existe déjà, je vous propose un nouvel index, l'index des toilettes. Car les toilettes en disent long sur un pays. Et les toilettes norvégiennes sont aussi excellentes que le pays lui-même. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, il y aura toujours des toilettes gratuites, propres et très probablement très douillettes à proximité. Même les toilettes portatives classiques ne sont jamais sales et disposent de l'essentiel.
notamment du papier hygiénique et d'un antiseptique. Étant donné que nous nous trouvons dans l'un des pays les plus architecturaux du monde, la conception de ces toilettes est également extraordinaire et immaculée, complétant le paysage déjà fantastiquement beau. Ces toilettes sont si bien conçues qu'il est parfois difficile de croire que vous n'êtes pas en train de regarder une œuvre d'art. Mais là encore, rien ne devrait empêcher les toilettes d'être une œuvre d'art, n'est-ce pas ? Les Norvégiens ont décidé d'élever le design des toilettes publiques à un niveau supérieur, et je ne vois rien de mal à ça. Car en tant que touriste, c'est un plaisir pour moi de voir des toilettes comme celle-ci. Et le plaisir monte encore d'un cran quand on voit quelque chose comme ça. Oui, c'est aussi une toilette publique gratuite. Vous tombez dessus en explorant l'une des routes panoramiques locales. Saviez-vous que la Norvège abrite les plus belles toilettes du monde ? Elle n'est qu'à 1058 km. Mais vous êtes prêts à tout quand la nature vous appelle. Allons-y. Bienvenue sur la Big Toilet Drive, la route des toilettes les plus pittoresques du monde. Pour y arriver, nous devons nous rendre dans le nord de la Norvège. C'est une région qui ressemble beaucoup au Canada, soit dit en passant. Nous devons ensuite franchir le cercle polaire arctique, ce qui nous amènera dans l'Arctique bien sûr. C'est vrai, nous allons dans l'Arctique juste pour voir des toilettes. Je ne l'avais pas vu venir. 1000 km et 2 jours plus tard, nous sommes arrivés. C'est magnifique. J'ai donc parcouru plus de 1000 km pour voir des toilettes et elles sont fermées. Bon, je suppose que je vais faire mes besoins dans les bois et que j'en reparlerai dans un instant. Je n'arrive toujours pas à y croire. J'avais prévu de terminer l'épisode ici. Parce que la Norvège est vraiment si bonne qu'elle vous donne envie de voyager jusqu'ici, juste pour voir ses toilettes. Alors imaginez pour le reste. C'est un pays qui regorge d'une nature époustouflante. Et l'architecture qui se mêle à l'environnement est comme nulle part ailleurs. Tout est construit de façon si magistrale et avec tant de minutie qu'on ne peut pas s'en détacher. Et ce toilette, qui ressemble à une vague, est connu comme le plus beau toilette du monde. Et la preuve qu'avec le bon design, tout peut s'intégrer dans l'environnement. C'est aussi le plus grand échec de ma carrière de cinéaste, car lorsque ce toilette est opérationnel, il ressemble à ceci. C'est 100 fois mieux. Mais les toilettes peuvent atteindre les seuils de rentabilité en Norvège, et c'est tout à fait normal. Alors passons à autre chose. Nous sommes maintenant sur un ferry. Le vent souffle fort, alors ne vous inquiétez pas pour la caméra qui tremble. Il se trouve que la Norvège a toujours été le dernier point sur ma liste de voyages. Je voulais vraiment venir ici depuis longtemps, mais chaque fois que j'étais sur le point d'y aller, quelque chose se mettait en travers de mon chemin. Et maintenant, je suis là, totalement émerveillé. La Norvège vous surprend par sa nature et son architecture. Et ce que je vous ai montré n'est qu'une petite partie de tout ça. Il y en a bien plus. En même temps, l'attitude de son gouvernement et de sa population vis-à-vis de l'avenir du pays en termes d'économie et d'écologie est vraiment révélatrice. Et c'est quelque chose dont nous pourrions tous nous inspirer. Et d'un point de vue pratique, si vous envisagez de visiter la Norvège, sachez que vous ne pourrez probablement pas voir tout ce que vous voulez en un seul voyage. Je ne vois pas comment cela pourrait être possible. En tout cas, ce serait vraiment difficile. Le système de navigation de ma voiture indique qu'en un peu moins de 2 semaines, j'ai parcouru plus de 4000 km. Ce qui n'est pas énorme, mais ça m'a quand même pris 75 heures. C'est pourquoi je suggère de venir ici 2 ou même 3 fois. Et ce pays est maintenant l'un de mes préférés de tous les temps. Ce ferry est en route pour les îles Lofoten.
je les vois déjà. Ce qui veut dire que j'en ai pas tout à fait fini avec la Norvège. Et que je vous reverrai bientôt. I know I'm cheap, but I'm sold to whatever you're selling. I guess if truth be told, I tripped and I fell in over my head, even though I said I'm not looking for a lover. Sometimes I swear you're still in my stare. One of these days you're gonna blow my cover.